Chaque deuxième vendredi du mois, dans Smart Bourse, à la mi-journée, on parle gestion privée avec un cas pratique pour découvrir le métier de banquière privée. En l'occurrence, Pascal Sévy est avec nous comme chaque deuxième vendredi du mois. Je le disais, bonjour et bienvenue Pascal. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes team manager chez Oddo BHF, banque privée. Et donc, la règle avec vous, l'exercice auquel vous vous prêtez chaque mois, c'est de nous présenter un cas pratique. Absolument. Cas réel, anonymisé évidemment, mais qui montre les enjeux justement de la gestion privée et des métiers de la banque privée. On parle avec vous aujourd'hui cession d'entreprise. Donc le cas que vous nous apportez, c'est celui d'un chef d'entreprise qui est en train de réaliser un second LBO sur sa société. C'est ça ? Voilà, il a réalisé en fait ce LBO. Donc je vais vous expliquer en fait comment on l'a accompagné, qu'est-ce qu'on a fait pour lui. Ce monsieur avait acheté son entreprise avec un premier fonds il y a quelques années. L'entreprise a très bien fonctionné. Le fonds en sort, un autre fonds rentre à cette occasion et notre entrepreneur fait ce qu'on appelle un cash-out. Ouais. Alors, dans son cas, c'était 20 millions d'euros. Il reste aux manettes de son entreprise, donc il décide de réinvestir en fait la moitié de la somme dans son entreprise avec le nouveau fonds, dans le but bien sûr de continuer à la valoriser. Et il touche 10 millions d'euros pour, je dirais quand même, commencer à constituer un patrimoine, alors qu'il a quand même la cinquantaine, mais comme il était vraiment très impliqué dans son entreprise, il n'a pas du tout eu l'occasion jusqu'à présent, à part, vous voyez, comme bien sûr sa résidence principale, un PEA, mais il ne s'était pas vraiment constitué un patrimoine. Ouais. Donc à cette occasion de cash-out, il commence à constituer son patrimoine personnel. Donc sur la base de ces 10 millions, il y a 10 millions réinvestis et 10 millions qu'il va falloir gérer, ça c'est votre travail. Absolument. C'est quoi la fiche signalétique du client ? Donc vous dites qu'il a la cinquantaine, c'est ça ? Voilà, 2 enfants qui ont dans 20-25 ans, une épouse en communauté. Donc, toujours dirigeant de l'entreprise, ça c'est important. Il touche cette somme d'argent et bien sûr, il nous interroge pour nous dire c'est quoi la fiscalité ? Comment je fais pour... il y a peut-être des moyens de la réduire un peu de manière intelligente et surtout, qu'est-ce que je fais après avec l'argent ? Comment je place ? Comment, effectivement, est-ce que vous avez défini le périmètre de votre travail sur ce dossier, Pascal ? En fait, l'accompagnement, il est le plus en amont possible de la cession. Donc, j'invite les chefs d'entreprise concernés à venir nous voir le plus tôt possible, parce que quand on fait les choses dans la précipitation, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Nous, notre métier, c'est de l'accompagner en amont, de faire tout le travail avec lui au moment de la cession, après la session pour placer les fonds. Et puis, si on travaille bien, on fera les prochains LBO avec lui et on continuera en fait de l'accompagner dans ses process. Bon, quelles sont les options, la boîte à outils effectivement qui se présente à vous, banquière privée, quand on a face à soi une problématique de cession justement ? Il y a 3 outils qu'on va utiliser. Ce n'est pas vraiment tous des outils parce que le premier, finalement, c'est une cession en direct. C'est exactement comme si vous vendiez des parts LVMH sur votre compte titre. La fiscalité qui s'applique, c'est la flat tax, donc qui est de 30%, prélèvements sociaux compris. Dès lors que les revenus dépassent 500 000 euros, il y a une très fameuse taxe qui s'appelle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. C'est des tranches de 3 et 4%. On est très vite dans les 4 dans son cas. Donc, en gros, je vends en direct, je paye 34% de fiscalité, mais mon argent, je le reçois brut de fiscalité. Je m'acquitterai bien sûr après du montant de l'impôt. Il est à moi, j'en fais ce que j'en veux. Ça, c'est la situation de base. Certains trouvent ça très bien et sont très contents de s'acquitter de cet impôt. Tout est relatif en matière de fiscalité. La perception est toujours très importante. Elle peut varier d'un cas à l'autre. Certains vont trouver ça finalement tout à fait correct, quand d'autres vont dire c'est pas possible de payer autant. Et la fiscalité perçue. Tout à fait, c'est très important. C'est clé. L'autre possibilité qui s'offre à lui, c'est de faire ce qu'on appelle un apport holding. Ça consiste à créer une holding, y apporter les parts qu'il souhaite. Il n'est pas du tout obligé d'apporter la totalité. Il peut en apporter simplement une partie. Là, il y a 2 possibilités. Soit il les apporte et la cession a lieu au moins 3 ans après l'apport. Il est dans un régime qui s'appelle le report d'imposition. Donc la plus-value existe, mais elle est mise en report. Soit il les apporte et la cession a lieu en moins de 3 ans, ce qui est quand même souvent le cas, d'où le fait de réfléchir à tout ça le plus en amont possible. Dans ce cas-là, le report existe toujours, sauf qu'il a une obligation de remploi. C'est 60% du produit de cession dans les 2 ans qui suivent la cession. Tous les entrepreneurs qui sont concernés connaissent ce très fameux article 150 OBTR qui répertorie les conditions en fait de remploi. Mais 2 ans, ça passe très vite et il faut quand même, c'est quand même assez restreint ce qu'on peut faire. Oui, je comprends qu'effectivement, cette période des 2 ans, c'est une horloge qui tourne dans la tête du chef d'entreprise. Tout à fait. Donc, si le projet n'est pas identifié, ça peut être quand même très très compliqué. Ça peut mettre une pression. Absolument. Bon, maintenant, il y a des fonds. Depuis quelques mois, quelques années, la loi a changé. Elle est passée de 50 à 60%. Mais
il y a des fonds qui peuvent répondre à cette problématique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc la cession en direct, l'apport holding, et puis il y a une option également qui est celle de la donation avant cession, c'est ça Pascal ? Absolument. Donc admettons que lui a acheté ses actions à l'époque pour 10, elles valent 100. Il donne l'équivalent de 100 à ses enfants, en l'occurrence il a 2 enfants, ça gomme la plus-value, puisque en fait la cession va avoir lieu quelques mois peut-être après la donation. Elle n'aura pas eu le temps de se reconstituer, donc eux, en fait, ne vont pas payer de plus-value au moment de la cession. Et lui, ça sort de son patrimoine la somme qu'il aura donnée aux enfants. Alors, ça peut être plein propriété ou nue propriété. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, la nue propriété permet d'optimiser encore plus cette opération. Elle a quelques contraintes. La pleine propriété, vous donnez, c'est à eux, et ils en font ce qu'ils veulent une fois que l'argent est là. Maintenant qu'on a ça sur la table, qu'est-ce que vous avez recommandé à votre client ? Et qu'est-ce que lui a choisi comme solution parmi les options que vous avez pu lui recommander ? On a fait beaucoup d'entretiens avec lui pour comprendre sa psychologie. Parce que, comme on l'a dit, la fiscalité perçue, etc. Donc, lui, il nous a dit qu'il était d'accord de faire d'essayer de réduire un peu la pression fiscale de l'opération. Au départ, on a trouvé que la holding était une très bonne idée parce que son épouse est pharmacienne et ça peut rentrer dans le remploi. Donc, il a dit, j'aimerais bien acheter une pharmacie pour mon épouse. Les montants sont cohérents. Le prix d'une pharmacie par rapport au montant qu'il touchait, c'était cohérent. Et il était tout à fait d'accord de faire une donation à ses enfants de manière raisonnable. Là aussi, c'est la différence entre perçu et ce qu'on fait véritablement. Parce que certains vont dire que donner 500 000 euros, c'est beaucoup. D'autres vont donner 2 millions d'euros à un enfant qui a 1 an. Sur une somme de 10 millions, qu'est-ce qui est raisonnable ? Voilà, qu'est-ce qui est raisonnable ? C'est extrêmement personnel. Lui, en l'occurrence, avait des enfants bons sous tout rapport qui avaient besoin aussi d'être un peu accompagnés, un âge cohérent. Donc, il était tout à fait prêt à donner. Donc, en fait, on arrivait avec cette idée d'utiliser notre boîte à outils. S'il fait la cession en direct, ça lui coûtait en pression fiscale 32% de fiscalité. Parce qu'en fait, avec la contribution exceptionnelle, et comme il avait investi un peu, tout n'était pas 100% de plus-value. Donc 32%, on ne fait rien, c'est ce que ça lui coûte. Si jamais il faisait la cession en direct pour 7 millions et l'apport holding pour 3 millions, le 32 devenait 22% au global, avec ce fameux report d'imposition d'à peu près 840 000 euros. S'il faisait je touche 9 et je donne 1 million aux enfants, donc 500 000 par enfant. Là, on tombait à 28% de pression fiscale. Et si je combine le tout, je touche 6 brut de fiscalité, je mets 3 dans la holding, je donne 1 aux enfants, on tombe à 19%. Avec droit de donation quand même, 78 000 euros, et le report dans la holding de 841 000. Mais je veux illustrer par là qu'on peut quand même vraiment réduire la pression fiscale dans une opération de cession, si tant est qu'il y a un vrai projet patrimonial derrière. Qu'est-ce qu'il a choisi ? C'est intéressant d'ailleurs, quand vous lui avez mis sur la table toutes ces options avec à chaque fois la pression fiscale qui correspond. Est-ce que c'est d'ailleurs ce qui a guidé majoritairement ces décisions ? Non. C'est très tentant, hein. Quand on vous dit vous pouvez passer de 32 à 19, c'est très tentant. Mais on l'a dit, la holding, c'est quand même assez contraignant. Son projet de pharmacie est un peu tombé à l'eau, donc il n'avait pas du tout envie de se dire, d'avoir cette épée de Damoclès, de remployer la somme dans les 2 ans. Il a très envie de se consacrer à son entreprise. Nous, on ne l'a pas du tout poussé dès lors que le projet était abandonné. La donation aux enfants, il l'a faite, bien sûr, c'est toujours sympa de réduire un peu la fiscalité, mais au final, il l'a faite parce qu'il trouvait ça cohérent. De nouveau, de commencer à transmettre, d'associer ses enfants à son succès, de les aider dans le lancement de leur vie aussi. Donc, au final, lui, il a dit je vais encaisser les 9, m'acquitter de ma fiscalité et faire la donation d'1 million aux enfants. Et ça fait une pression fiscale en tout d'à peu près 29%. Bon, et donc sur les 9, bien sûr. Sur les 9, quelles sont les solutions d'investissement ? Parce qu'il faut s'en occuper de ces 9 millions et les placer. Absolument. Pascal, quelles sont les solutions là, que vous avez pu, dont vous avez pu convenir avec votre client ? Je dirais un peu comme toujours, le contrat d'assurance vie est revenu sur la table, toujours pour les mêmes raisons. Capitalisation de la fiscalité, des revenus, puisque tout ce qui est plus-value et dividendes touchés au sein du contrat capitalise tant qu'il n'y a pas de rachat qui est effectué. Toujours l'optique de planifier sa succession, puisqu'à travers la clause bénéficiaire, il peut nommer en fait ses futurs héritiers et la travailler à merci jusqu'à la fin de ses jours. Et l'accès au fonds euro. Donc le fonds euro est un outil mis à disposition par la compagnie d'assurance qu'elle gère, qui génère encore aujourd'hui des rendements supérieurs aux solutions d'épargne traditionnelles et qui est garanti en capital. Cet outil nous plaisait pour plusieurs raisons. D'abord parce que en fait, il va toucher 9, donc admettons qu'il touche 9 en février. La fiscalité sera due l'année suivante en fin d'année. Donc en fait, ça lui laisse un horizon de temps de quasiment 18 à 20 mois pour placer quand même l'argent qui est dû pour la fiscalité. En plus de ça, il avait quand même le projet de changer de résidence principale. Et il y a un troisième point pour lequel on a utilisé du fonds euro. Nouveaux clients, nouveau patrimoine. Moi, j'aime bien faire ce que j'appelle l'éducation financière de nos clients.
il ne connaît pas les marchés. Et regarder un marché qui perd 20% de son salon, ça va. De son portefeuille, ça peut aller beaucoup moins. Donc c'est très important de faire son éducation financière. Donc on a décidé de sécuriser un peu plus. On a mis 45% en fonds euros, 55% dans ce qu'on appelle les unités de compte, la partie destinée à être investie sur les marchés. On a fait 2 contrats puisqu'ils étaient en communauté, un monsieur, un madame, et dans chaque contrat, donc isoler la somme qui est due pour la fiscalité et la somme qui va être investie sur les marchés ensuite. Et ça, c'est quelque chose, c'est un schéma qui pourra évoluer dans le temps ? Absolument. Donc la fiscalité, elle sera due quoi qu'il arrive. Oui. Ce qu'on lui a conseillé, qui est très fréquent aussi, pour qu'on puisse toucher la totalité. J'apporte juste une petite précision avant. De plus en plus, les compagnies d'assurance proposent des bonus sur le rendement du fonds euro, si tant est que vous fassiez des unités de compte. Vous mettiez 50-60% d'unités de compte, bien sûr. Donc lui pouvant en bénéficier, il était plutôt attractif. Pour qu'il puisse en bénéficier jusqu'au bout de la 2e année, on s'est substitué à lui pour payer sa fiscalité via un crédit Lombard, pour lui permettre de rester investi à 100% sur ses contrats, jusqu'à ce qu'il touche la participation aux bénéfices en totalité et le fameux bonus. Le crédit, on peut se dire que, vu que les marchés sont porteurs et que le crédit a des conditions totalement attractives, ce schéma peut perdurer. Nous, on ne l'oblige pas à rembourser tant qu'il est d'accord avec ça. D'ailleurs, pour le moment, il n'a pas remboursé, alors que la fiscalité a été réglée et autres. Mais c'est une opération qui peut être vraiment vertueuse. Par contre, évidemment, elle sera due un jour. Donc, on estime que la somme pour la fiscalité va être achetée et payée. Par contre, bien sûr, dès lors que l'éducation financière est faite, qu'il a affiné son projet de résidence principale, on peut arbitrer entre les différents compartiments. Merci beaucoup Pascal. Un cas pratique très intéressant, cas réel, effectivement, donc d'un chef d'entreprise à 50 ans qui fait son cash-out avec son LBO et qui doit gérer ces 10 millions d'euros. C'est ça. Et même si les sommes sont importantes, peuvent sembler importantes pour les gens qui nous écoutent, ces outils marchent tout à fait pour des sommes plus faibles. Je tiens à le préciser. Tout le monde ne va pas toucher 20 millions d'euros quand il fait un LBO, mais donc ça fonctionne dans tous les cas. C'est ce qu'on peut souhaiter, mais bon, absolument. Merci beaucoup Pascal. Pascal Sévy, team manager chez ODDO BHF, banque privée, avec nous chaque 2e vendredi du mois dans Smart Bourse.